Bonjour à toi, cher spectateur. Little Joe de Jessica Hausner. Disons que depuis son prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, j'avais absolument envie de voir ce film parce que, bon, j'avais pu en voir quelques petites images lors de sa projection à Nantes en même temps que le Festival de Cannes, donc j'avais pu un peu voir le style qui avait l'air de se dégager de cette œuvre. Ça me donnait vraiment envie parce que, heureusement, du coup, j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai pas vu d'extrait, j'ai direct découvert un petit bout du film comme ça et je me suis dit, waouh, il y a quand même une ambiance qui a l'air d'être très tranchée sur cette œuvre. Et je savais qu'il sortirait tardivement, je m'en doutais, comme la plupart des prix d'interprétation féminine, malheureusement. Et du coup, mon envie de voir ce film ne faisait que de monter avec le temps. Le résumé pour faire simple, Alice est une chercheuse de renom qui vient de mettre au point une plante révolutionnaire capable de rendre les gens heureux. Mais alors qu'elle entre dans la phase finale de son évolution, celle-ci va découvrir que la plante en question dispose d'une étrange propriété. Disons que c'est exactement ce que je m'attendais à voir. C'est-à-dire que c'est pas un film que j'adore, au contraire c'est un film que je trouve assez maladroit sur pas mal de points, mais je saurais pas vous dire comment ça se fait. Je l'ai trouvé captivant et hypnotisant du début à la fin. Cette œuvre, elle est unique en son genre. C'est pas le genre de long métrage qu'on a forcément l'habitude de voir plus que ça. À une époque, heureusement, on avait plus souvent l'habitude de voir des œuvres comme ça parce que c'est une œuvre qui est profondément ancrée dans deux références que je citerai par la suite. Et ces deux auteurs-là, malheureusement, ils font quasiment plus de cinéma aujourd'hui. Mais aujourd'hui, des œuvres comme ça reste des anomalies. Donc aussi maladroite, aussi bancale puisse-t-elle être, aussi parfois complètement inaccessible en termes de portée dramatique et métaphorique, le geste de Jessica Hausner est ici vraiment intéressant. Parce qu'il véhicule un message, une forme, un sous-texte, une composition cinématographique qu'on n'a plus tant que ça l'habitude de voir dans une salle. Et rien que pour ça, moi j'ai envie de voir plus des œuvres comme ça. Ouais, ok, c'est pas fou, il y a des moments où on va se poser beaucoup de questions et on va se dire, franchement, c'est pas ouf. Mais dans l'ensemble, ça nous laisse une trace. Et quand on sort de la salle, même si on se pose beaucoup de questions sur la qualité ou non du film, au moins on est marqué et il reste en tête. Il est rare aujourd'hui au sein du cinéma, français, anglais, allemand ou autre, de voir des œuvres qui proposent une démarche tranchée en termes de style, de ton et de manière de raconter une histoire tout simplement. Et c'est ici ce qui se passe, et d'une manière qui risque de ne pas forcément plaire à tout le monde, c'est sûr. Jessica Hausner nous propose une œuvre étonnante, une œuvre noire, mais pas que. Il s'agit d'une œuvre qui part dans énormément de directions et qui nous propose un voyage plutôt unique dans son genre, dans les limbes de la création d'une œuvre qui pourra sauver l'humanité, mais qui évidemment, comme toujours dans ce genre de métrage, risque également de la mettre en danger, rendant son œuvre passionnante, mais également difficile à analyser, faut le reconnaître. En termes d'écriture, Géraldine Bajard et Jessica Hausner, qui ont déjà bossé ensemble par le passé, nous offrent quelque chose de très atypique. C'est-à-dire qu'on est sur une œuvre qui, en termes d'écriture, veut vraiment jouer sur le côté très sensoriel de la composition de la dramaturgie. On n'est pas sur une œuvre où les dialogues vont être hyper ciselés, où il va y avoir des rapports de personnages qui vont être très conflictuels. On est sur une œuvre qui, au contraire, veut beaucoup jouer sur ce que tu vois à l'écran n'est pas forcément ce qui se passe dans la tête des personnages. Donc c'est très cérébral comme écriture. C'est une écriture qui veut vraiment, entre guillemets, jouer avec la manière avec laquelle tu vas regarder ce qui va se passer à l'écran. Et tu vas devoir constamment réinterpréter tout ce qui se déroule devant toi. Donc, faut bien vous dire que tout de même, c'est une œuvre très cérébrale en termes de composition dramatique. C'est pas le genre de long métrage où on va rester assis dans notre fauteuil et on va regarder ça en mode oh bah c'est sympa, c'est bien écrit, franchement les persos ils sont cool. Non, non. Là, c'est vraiment, tu te poses, tu regardes et tu analyses tout de suite. Parce que sinon, tu ne comprends rien. Sinon, tu vas te dire, oh là, mais pourquoi il agit comme ça, le personnage, là, je comprends pas, c'est métaphorique ou pas. Tout est métaphorique dans ce film. Tout est réflexif. Tout est du second degré, du troisième degré, voire du quatrième degré. Constamment, les personnages ont des rapports qui entretiennent cette impression que tout n'est que faux semblant. Et mine de rien, rien que par le biais de cela, on a une démonstration déjà que l'écriture est très marquée par un cinéma underground des années 80-90 américain qui se voulait de jouer beaucoup sur les faux semblants, sur le fait que des personnages ne sont pas forcément ceux qu'ils laissent transparaître. Au contraire, ils sont quelque chose de plus grave, ou de plus clair, ou finalement simplement de plus terre-à-terre. Et c'est ça qui transcende l'écriture, c'est que elle est compliquée, elle est difficile d'accès, mais au moins elle est profonde et elle marque le spectateur.
Bajar et Hausner proposent ici une lecture assez surprenante de la créature de Frankenstein. En un sens bien sûr, car le scénario ne se limite pas qu'à cela. Mais on sent que les deux auteurs avaient envie de parler de créatures et de créateurs, de l'envie de sauver l'humanité, et en même temps des risques qui s'apparentent à ce genre d'expérience. Il en découle ainsi un scénario profond, peut-être un peu tôt parfois, mais également un peu trop métaphorique, qui pourra en laisser plus d'un perplexe, tant il n'est pas improbable de ne pas forcément réussir à tout cerner, au cœur de ce qui est clairement un labyrinthe mental et émotionnel, qui cherche énormément à jouer avec le spectateur en sachant pertinemment les risques encourus. En termes de mise en scène, alors déjà, si vous êtes fan de Cronenberg ou de Lynch, vous allez retrouver ces deux références-là dans la mise en scène de Jessica Hausner. Parce que la cinéaste, elle a été bercée par ce cinéma-là. Ça se ressent dans le mouvement des cadres, ça se ressent dans la manière avec laquelle elle découpe ses cadres et surtout dans la manière où elle continue ses cadres. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de plans qui devraient s'arrêter à un certain moment et la cinéaste continue d'avancer. Il y a beaucoup de travelling avant qui vont carrément laisser les personnages complètement sur le côté et se dire « Ah non, c'est plus intéressant le fond parce que finalement les personnages, ils sont pas ce qu'ils laissent transparaître. » Et constamment dans sa mise en scène, il y a un rapport très particulier au niveau du conflit. Comme je vous le disais, dans l'écriture, on ne ressent pas tant que ça, cette idée d'écriture, de conflit ou de deux personnages qui s'opposent. Par contre, la mise en scène passe son temps à mettre ça en avant. Parce que, sur le papier, dans ces scènes-là, il n'y a pas de conflit. Le conflit, il est souhaité que par un seul personnage, et le personnage en face, il est limite complètement à part dans la situation. Il se dit « Mais non, 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 moi je ne suis pas dans le conflit, moi je regarde, c'est tout. » Et du coup, la mise en scène va, elle, chercher le conflit. Va elle chercher à amener un rapport de rivalité entre ces deux personnages. Et là, la mise en scène devient vraiment intéressante parce qu'elle amène un impact que les personnages ne veulent pas forcément au sein du cadre. Et du coup, on se retrouve dans cette dynamique constamment. Et au-delà de ça, le film joue très très bien sur cette idée que lorsqu'un personnage dit quelque chose, il pense presque l'inverse. Et par le biais de la mise en scène, je ne vous dirai pas comment parce que je préfère vous laisser cette surprise, mais la cinéaste arrive à très très bien amener cet effet de surprise en construisant une mise en scène qui joue constamment avec des miroirs d'autres instants qui sont quasiment filmés pareil, mais où les mouvements sont différents au niveau de la caméra. Dans la mise en scène d'Hausner, il y a donc énormément de références comme évoqué, mais il y a également tout simplement une certaine forme de froideur, de sentiment profond et abyssal de manipulation qui met le spectateur dans une position très étrange, assez inconfortable, mais pas forcément désagréable au bout du compte. On ne se sent pas à sa place, au milieu de ces couloirs, de ces labos, de cet appartement totalement refermé sur lui-même, et pourtant, on ne peut pas s'empêcher d'apprécier cette atmosphère, et même de souhaiter rester enfermé dans cette ambiance, comme si par pur plaisir, on aimait ressentir le sentiment d'étouffement que ces lieux nous procurent et que la cinéaste parvient si bien à capter au fil d'une mise en scène chirurgicale. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment bon. Déjà, je tiens à citer Ben Whishaw, qui est pour moi un acteur extrêmement talentueux et beaucoup trop sous-coté au sein de la production audiovisuelle. Ce mec-là mériterait d'avoir beaucoup plus de rôles et beaucoup plus de portée dans ses rôles. Kerry Fox, qui est une grande actrice anglaise, n'a pas besoin de prouver grand-chose. Ici, elle se contente simplement de montrer qu'elle sait très bien jouer et elle le fait de la plus belle manière qui soit. Citerai Kit Connor dans le rôle de Joe, qui est vraiment bon. Il y a également Leanne Best ainsi que David Wilmot, qui sont vraiment excellents également. On pourrait citer aussi tout de même Goran Kostic, qui a un rôle qui est assez secondaire mais qui fonctionne plutôt bien. Dans l'ensemble, je trouve que le casting secondaire a vraiment très bien été choisi par les cinéastes. Mais évidemment, tout le film, vous vous doutez bien, au vu de son prix d'interprétation féminine, je l'attendais au tournant presque uniquement pour Emily Bicham. Et waouh, c'est vraiment impressionnant. Emily Bicham est tout simplement parfaite dans le rôle titre, apportant énormément de suspense à son interprétation et parvenant parfaitement à jouer avec le faux semblant pour mettre en doute le spectateur, ce qui est de très bon goût sur ce genre de métrage. Au bout du compte, Little Joe est un film que je trouve très atypique, pas forcément toujours pour les bonnes raisons, mais j'ai envie de vous pousser à le voir parce que c'est une œuvre tellement atypique qui sort vraiment du lot, qui propose quelque chose de très différent en termes de cinéma et qui au moins a le mérite de vraiment nous pousser dans un retranchement cinématographique qu'on n'a plus tant que ça l'habitude de voir. On avait l'habitude lorsque Cronenberg et Lynch faisaient beaucoup de films et qu'ils en sortaient régulièrement. Maintenant, c'est quelque chose qui est devenu trop anecdotique ou qui ne passe pas malheureusement dans les salles de cinéma. Donc rien que pour ça, Little Joe de Jessica Hausner, je vous conseille de le voir en salle. C'est vraiment une œuvre très atypique, très particulière et vraiment passionnante. Par contre, petite mention spéciale, si vous avez des acouphènes ou si vous portez des appareils auditifs ou si vous êtes très sensible au niveau des oreilles, faites bien attention parce que la bande originale du film ne va pas du tout vous plaire. Donc allez-y peut-être avec des bull cases. Mais sinon, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment un film très intéressant à regarder au cinéma. A plus!